Ces nouvelles-là nous attristent toujours profondément, celle d'un coureur de 30 ans qui s'est effondré hier à 2 kilomètres du fil d'arrivée du demi-marathon de Québec. Il est décédé. Alors, un coureur qui fait un demi-marathon, normalement, c'est quelqu'un qui est en forme. Il y a qu'on n'a pas le cas de cet homme, évidemment. C'est pas l'idée de parler spécifiquement de ce cas-là, mais c'est pas la première fois que des gens dans des événements comme un marathon, demi-marathon, il y a eu un ultra-trail aussi au Mont-Tremblant où un cas comparable est survenu, des gens qui meurent alors que ce sont techniquement des gens très en forme. Alors, pour essayer de comprendre la science derrière la santé et l'activité physique, Blaise Dubois est avec moi. Blaise Dubois est un physiothérapeute du sport, président de la clinique du coureur. Bonjour, Blaise. Bonjour Claude. Blaise, on entend trop souvent ces histoires. Ça reste quand même marginal et rare, mais quand même. Comment se fait-il que des cas comme ceux-là peuvent se produire? Alors, ce qu'on constate habituellement, c'est que les personnes qui décèdent durant les marathons, parce que plus la distance est longue, plus le risque de décès est important, c'est des personnes quand ils ont 30-40 ans et plus qui ont des maladies cardiovasculaires sous-jacentes, donc de l'athérosclérose. En fin de compte, leur forme cardiovasculaire n'est pas si élevée que ça. Mais quand on a des décès chez des personnes de 30 ans et moins, là, on est souvent dans des malformations cardiaques qui ne sont pas connues. Donc, voilà. Par contre, il faut savoir que les décès dans les épreuves de course à pied représentent dans les marathons est à peu près de 1 cas sur 100 000 à 200 000. Donc, ça reste quelque chose de rarissime, sauf que quand ça arrive, bien évidemment, d'abord, c'est très triste, puis en plus, ça touche beaucoup l'inconscient collectif et ça fait en sorte que les médias aussi raffolent souvent de ces histoires tristes et on en parle beaucoup plus que tous les autres qui ont amélioré leur santé par la course à pied. Oui, parce que ça, c'est un message qui est toujours important de le faire. Toute activité physique peut comporter un risque, mais pour la très, très, très grande majorité des gens, ce n'est pas contre-indiqué que de faire de l'activité physique. Non, exactement. Et puis, ce qu'on constate, en fin de compte, c'est que des grosses études sur le sujet où on regarde le risque de décès relatif au fait de pratiquer ou de ne pas pratiquer l'activité physique qui est la course à pied. Une belle étude de Kodama où ils ont regroupé 100 000 sujets dans ces études-là avec des suivis qui étaient de 20 à 25 ans, 30 ans même. Donc, une revue systématique qui constate, en fin de compte, que chaque fois qu'on améliore de 1 mètre notre condition cardiovasculaire, donc chaque fois qu'on est un peu plus en forme, on réduit notre risque de décès de 12 à 13 %. Donc, le fait de faire de l'activité physique, de faire de la course à pied réduit de façon très importante le risque de décès général. Après ça, quand on fait une activité précise qui a une exigence particulière, comme faire un marathon, là, momentanément, effectivement, on s'expose un petit peu plus. Donc, l'idéal est d'être en forme avant de faire un marathon et de pas nécessairement faire un exploit où on va pousser la machine au maximum avec une condition cardiovasculaire qui n'est pas optimale au préalable. Bon, parce que là, vous m'avez parlé de cas, par exemple, de malformations congénitales, de maladies cardiovasculaires aussi, qui peuvent expliquer certains des décès. Est-ce que ça arrive aussi que des gens simplement poussent trop la machine? Alors, habituellement, en fait, sans conditions sous-jacentes, il y a d'autres conditions, en fin de compte, qui peuvent amener des décès durant les marathons. Alors, les plus connus, c'est l'hyponatrémie, ceux qui boivent beaucoup trop d'eau pendant une compétition et qui vont avoir des complications secondaires qui peuvent aller jusqu'au décès, parce qu'il y a à peu près 17 décès rapportés avec l'hyponatrémie dans les marathons actuellement. Donc ça, c'est le trop boire d'eau. Il y a des complications aussi qui sont engendrées par la prise de médicaments et la prise de médicaments comme les anti-inflammatoires qui augmentent le risque de faire des problématiques rénales, et etc., qui peuvent amener aussi jusqu'au décès. Mais habituellement, le fait simplement de pousser la machine et de forcer sans conditions cardiaques sous-jacentes n'est pas un risque en soi. C'est-à-dire que on ne peut pas décider de suicider par l'activité physique. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit aux coureurs inquiets? Parce qu'il y en a toujours maintenant, puis on essaie d'être bien raisonnable, mais c'est comme un accident de la route, hein? Ça n'arrive qu'aux autres et on l'espère, mais on peut être inquiet quand on entend une histoire comme celle-là. Est-ce qu'on peut prévoir, si on a des doutes, est-ce que c'est une bonne chose d'aller voir un médecin? Est-ce qu'il faut, sur un tapis roulant, courir très, très vite pour voir si on a des problèmes cardiaques sous-jacents? Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui ont des inquiétudes ou des préoccupations sur leur santé? Oui. Alors, d'abord, diminuer l'anxiété du coureur, on peut lui sortir des statistiques. Hein. Prendre sa voiture, on a un cas sur 17 000, une chance sur 17 000 de décéder au volant de sa voiture. Quand tu fais un marathon, tu as un cas sur 100 à 200 000.
Donc, déjà, les statistiques sont favorables au fait de juste de faire de la course à pied, même de faire des compétitions avant de prendre sa voiture. Après, quelqu'un qui arrive, qui dépasse la trentaine, qui est interrogatif sur sa santé cardiovasculaire, bien évidemment, peut aller faire des tests chez un médecin. On va lui faire un tapis roulant, etc. Mais en France, par exemple, parce que là, je vous appelle de Chamonix, quand tu veux faire une compétition, tu as besoin d'avoir un certificat médical. Il faut voir un médecin qui nous assure finalement qu'on est en condition minimale. Et ce qu'ils font souvent ici, en fin de compte, c'est sans faire aucun test, ils te posent 2-3 questions, puis ils te signent ton papier, puis tu peux faire ta compétition. En fait, ça vaut pas grand-chose non plus. Mais en fait, c'est que le fait de faire de l'activité, moi, je vous dirais qu'avant même d'être inquiet et de vouloir faire toutes sortes de tests médicaux, ce qui est essentiel et important, c'est d'être graduel dans l'intégration de l'activité, puis de ne pas nécessairement brûler les étapes vers « je veux absolument faire un marathon » au maximum de mes capacités avec un entraînement minimal de quelques semaines avant de faire une compétition de la sorte. Mais on a, par exemple, au PEPS de l'Université Laval, à l'Université Laval de Québec, on peut aller faire des tests de tapis pour reconnaître votre VO2. On peut aller faire des tests médicaux. Vous pouvez en parler avec votre médecin qui va pouvoir vous recommander certains tests si vous êtes inquiet de certaines choses. Bon, un mot en terminant, Blaise Dubois, sur une discussion qu'on entend beaucoup dans le milieu des coureurs sur les longues distances ou les très, très longues distances. À partir de quand ça devient moins bon pour la santé que profitable de faire de l'activité physique quand on fait des activités intenses sur de longues périodes, des ultra-trails. Vous êtes à Chamonix pour l'ultra-trail du Mont-Blanc, par exemple, des Ironman. Il y a des gens qui se posent la question. Est-ce que là-dessus aussi, la science avance pour mieux comprendre quel est le niveau d'activité optimal pour que ce soit bon pour nous? Il y a des auteurs qui commencent à véhiculer que le trop d'intensité ou le trop de volume pourrait avoir un effet plus inverse, en fin de compte, au fait en fin de compte, le même effet que de ne rien faire, que ce serait une relation en U, c'est-à-dire qu'il y a un dosage optimal de l'activité, et même si elle est très mal connue, on ne sait pas exactement où est ce dosage optimal. Et on s'interroge si en faire trop serait potentiellement délétère. Alors, on observe, par exemple, des fatigues du muscle cardiaque quand on fait des longues sorties et des ultra-trails ou même des marathons. En fait, ça fait partie des processus d'adaptation. Et encore une fois, on a, d'un point de vue scientifique actuellement, aucune idée si c'est vraiment mauvais pour la santé que de faire des marathons et même des ultra-trails. Donc, tout est une question de dosage et de progressivité avant de statuer sur il y a une distance maximum que l'on peut faire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on connaît, c'est la distance minimum nécessaire pour être en santé. Il faudrait faire idéalement 5 fois 30 minutes d'activité cardiovasculaire qu'on appelle modérément intense par semaine pour avoir une santé optimale. C'est quoi? C'est une marche rapide ou un petit jogging, ça? Alors oui, marche rapide, il faut être un peu déconditionné pour que ce soit une condition qu'on considère comme modérément intense parce qu'il faut être essoufflé, il faut avoir chaud et c'est là qu'on est dans les dosages optimaux pour la santé. D'accord. Blaise Dubois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Blaise Dubois, physiothérapeute du sport, président de la clinique du coureur ici à Québec. Il était à Chamonix en France, participe à différentes activités, notamment donne des conférences. Là-bas se tient, je pense que c'est la fin de semaine prochaine, ça s'en vient, l'Ultra Trail